restez en proactivité avec vos partenaires clients pour une meilleure visibilité de votre organisation sur tous les canaux digitaux disponibles. Nous sommes aussi disponibles pour toutes vos demandes en matière d'études, de formation, d'enquête, d'élaboration de documents stratégiques et opérationnels, etc. Mesdames, Messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Toutes nos excuses pour le léger retard dans le démarrage de la séance. Une fois encore, merci beaucoup pour l'intérêt à ce webinaire qui porte sur la loi uniforme portant réglementation de la microfinance dans la l'UEMOA, la nouvelle loi, et ses effets éventuels sur les coopératives, les mutuelles coopératives, notamment l'esprit, ce que nous avons appelé l'esprit coopératif. Comme vous le savez, les coopératives dominent le secteur de la microfinance au niveau de l'UEMOA. Dans tous les pays, elles ont plus de la moitié parfois du marché. Et on a une nouvelle loi qui ne reconnaît plus cette forme. Or, on sait tout ce qui a été fait par ces coopératives, tous les efforts de ces coopératives à être aux côtés des populations en termes d'offres de services, en termes d'inclusion financière, de façon globale. Alors, est-ce que cette nouvelle loi qui ne reconnaît désormais que les sociétés coopératives va permettre aux coopératives de garder leurs avantages comparatifs qui leur ont permis de faire tous ces succès-là? C'est un peu ce que nous allons échanger avec notre invité, M. Mohamedou Arikama, qui a une longue expérience des coopératives. Donc, c'est un peu le but de la séance, c'est un échange entre professionnels pour échanger, pour discuter un peu de ce que cette loi-là n'est pas vraiment la fin des coopératives, mais aussi permet quand même aux coopératives de se développer, de continuer à être la locomotive du secteur de la microfinance, d'être des acteurs, les premiers points pour l'inclusion financière des populations, parce que c'est la finalité de tout ce que nous faisons, assurer l'accès aux services financiers et non financiers du plus grand nombre de populations, puisque sans inclusion financière, la question de pauvreté, la question de bien-être, la question d'emploi ne peut pas trouver durablement des solutions. Donc, c'est un peu le but de la séance. Et nous espérons que d'ici une heure, nous allons pouvoir clôturer tout ça. Et je voudrais vraiment remercier M. Arikama pour sa disponibilité. Alors, nous sommes, moi je m'appelle Fonton Sylvestre Bonfou, je suis le directeur gérant du cabinet FSH Expertise. Nous sommes un jeune cabinet qui essaie depuis 5 ans de développer des offres de services en ligne, notamment de formation, pour faciliter un peu l'accès aux formations, l'accès au renforcement des capacités, puisque nous savons que c'est essentiel pour le développement des institutions, mais ça aussi a un coût qui est aujourd'hui un peu difficile pour les institutions de faire face. Donc, nous avons pris le pari en développant des offres de services de formation en ligne, parce que nous pensons qu'en ligne, ça va permettre de réduire les coûts d'accès. Et depuis 5 ans, grâce à vous, grâce à votre participation à nos différentes formations, nous continuons notre petit bonhomme de chemin. Nous essayons de développer de nouvelles approches, mais nous sommes aussi capables de développer des formations en interne pour vous spécifiquement aux institutions, aussi bien en présentiel qu'en ligne, si tel est votre besoin. Nous envisageons de développer des formations de coaching en ligne pour aussi accompagner les institutions à développer et à faire évoluer en compétences leurs cadres, leurs agents, puisque lorsque vous êtes un technicien et que vous passez à des postes de responsabilité, ce n'est pas les mêmes compétences qui sont nécessaires. Et comment arriver rapidement à faire passer un agent de crédit à chef d'agence sans que les performances n'en souffrent.
C'est un peu le but de nos services de coaching. Et aujourd'hui, si vous avez besoin de nos services, vous pouvez nous écrire ou pour manifester votre intérêt. Vous pouvez aussi suivre nos différentes offres que nous lançons régulièrement pour vous inscrire en ligne et participer comme cela. Notre prochain atelier de formation en ligne, c'est sur le rapport d'audit interne. Comme vous le savez, c'est un élément, un instrument important, mais parfois qui n'est pas élaboré comme cela se doit pour permettre aux dirigeants de prendre les décisions qu'il faut. Donc, nous allons bénéficier de l'expertise de M. Kossin Ougonou, qui est du Togo. C'est aussi un des avantages de participer à nos formations, c'est d'avoir recours à des expertises diverses de plusieurs pays, de plusieurs horizons. Donc, c'est lui qui va partager avec nous cette expérience. C'est le 26 juillet, samedi, dans la matinée. Et c'est à 25 000 francs CFA. Si vous êtes intéressé, nous sommes disponibles à vous accueillir. Nous offrons aussi des réductions en fonction du nombre de participants. OK. Merci beaucoup. J'espère que vous m'avez bien entendu jusque-là. Alors, pour la séance, pour éviter les perturbations, nous avons quelques règles que nous avons l'habitude de suivre. C'est d'éviter des perturbations extérieures parce que lorsqu'on est en ligne et qu'on n'est pas très concentré, on peut ne pas suivre. Donc, c'est d'éviter tout ce qui va vous distraire, notamment les applications comme WhatsApp. Si vous avez des préoccupations, puisqu'après l'intervention, les échanges avec M. Aïkama, nous aurons les moments de questions. Donc, vous allez lever la main pour faire valoir vos questions. Si vous avez des difficultés à activer votre micro, vous pouvez l'écrire dans la boîte de messagerie. Et pendant l'animation, si vous avez des questions, vous pouvez aussi les envoyer dans la boîte à questions ou dans la boîte de messagerie. Donc, nous invitons à vraiment poser toutes vos questions pour qu'ensemble, nous pouvons tirer le profit de cette séance qui à voir les niveaux de participation, notamment mes amis de RENACA, de UNACREP. Ça veut dire que c'est quand même une préoccupation qui est quelque part dans toutes les têtes actuellement avec cette nouvelle loi. Est-ce que ce n'est pas une aventure qui commence? Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on va pouvoir sauvegarder tous les acquis qu'on a eu à faire ces dernières années pour ne pas permettre à des acteurs, d'autres acteurs de venir profiter des efforts des autres? C'est un peu la discussion que nous allons avoir. Alors, pour faciliter la séance, vous ne pouvez pas activer votre micro. Activer votre caméra, mais vous pouvez activer votre micro à partir du moment des questions. Donc, c'est en ce moment qu'on peut activer le micro. Et si vous avez des questions quand même pendant l'animation, vous pouvez aussi les envoyer. Okay? Donc, voilà un peu ce que je voudrais dire en introduction. Alors, M. Aïkama, je sais que beaucoup d'entre vous le connaissent. Moi, j'ai eu la chance quand j'étais à l'association de travailler un peu avec lui. Donc, c'est une grosse expérience dans le domaine des mutuelles puisque ça a été couronné par le poste de premier responsable du grand réseau FESECAM Bénin. Et aujourd'hui, il a aussi eu des expériences au niveau de l'État. Il va revenir un peu sur sa présentation. Mais aujourd'hui, c'est quand même une expertise qui est en train de partager son expérience aussi dans les écoles, dans les universités, pour toujours contribuer à ce renforcement de capacités, pour qu'on ait des cadres, des personnes outillées pour continuer à renforcer les institutions. Parce que c'est important. Les ressources humaines sont au cœur de tout le succès. Et si les institutions de microfinance, comme la FESECAM, continuent de tenir, c'est parce qu'il y a des ressources humaines de qualité. Et c'est à ce à quoi nous vous invitons dans nos différentes offres, mais aussi dans ces séances d'échange gratuits que nous offrons grâce à la disponibilité de nos experts comme M. Aïkama. Donc, je vais lui laisser la parole pour revenir un peu sur sa présentation avant qu'on aborde les échanges. Le format de la séance, ce serait des questions que je vais poser à M. Aïkama qui aura l'aimabilité de me répondre. M. Aïkama, vous êtes là, vous pouvez activer votre caméra, votre micro et revenir un peu sur votre présentation. OK. Est-ce que vous m'entendez?
Oui, très bien. OK. Donc, merci beaucoup pour cette opportunité qui m'est donnée pour présenter sur le thème qui a été affiché, la nouvelle loi, est-ce la fin de l'esprit coopératif? Donc, moi, je suis Arikama Mohamedou, comme il a dit. Donc, je suis un praticien de la microfinance, mais également un consultant de la microfinance. Et donc, j'ai fait pratiquement la FESECAM et puis ensuite, je suis allé dans d'autres fronts de lutte. Après, je suis enseignant à l'UADC sur plusieurs thèmes concernant la microfinance. Bon, chargé de cours, je veux dire. Et puis, donc, voilà ce que je peux dire. Est-ce que ça va jusque-là? Ok, c'est bien, merci beaucoup. Alors, la question c'est, aujourd'hui, c'est quoi, quand on parle de coopérative ou mutuelle d'épargne et de crédit, c'est quoi concrètement? Qu'est-ce qui fait la particularité de cette forme d'institution que nous avons connue jusqu'à aujourd'hui? La coopérative d'épargne ou mutuelle d'épargne et de crédit, en fait, vous allez trouver la définition dans la loi. L'actuelle loi, c'est la définition numéro 10. Donc, à l'article 1, il y a tout un tas de définitions qui sont là. C'est un groupement de personnes qui s'associent pour créer une institution afin d'offrir des services d'épargne et de crédit en respectant les dispositions de la loi. Et vous savez bien qu'actuellement, au Bénin, dans l'UMOA, la loi, elle est unique. Et cette loi au Bénin s'appelle la loi 2012-14 du 21 mars 2012, qui est toujours en cours, mais qui est pratiquement en fin de disons, de régularité. Donc, c'est ça, une coopérative d'épargne et de crédit. Mais si on doit aller au-delà de la loi, on verra que la coopérative d'épargne et de crédit est une entreprise. Donc, c'est la forme juridique qui est la coopérative. Et cette entreprise, elle est constituée de personnes, elle fonctionne avec les principes coopératifs. Et ces principes coopératifs sont dans les tests et les statuts et surtout le règlement intérieur de chaque institution de microfinance qui a cette forme juridique-là. Donc, voilà un peu ce que je peux dire de façon ramassée sur la coopérative d'épargne et de crédit. Ok, donc est-ce que c'est les principes coopératifs qui font la différence avec les autres formes de juridique ou bien il y a quelque chose d'autre que les coopératives apportent de mieux que les autres n'ont pas? Les autres formes de juridiques n'ont pas. Oui. Bon, il y a ça d'abord, il y a les principes coopératifs. Ça veut dire, principe coopératif, c'est deux choses. C'est la gouvernance démocratique. Ça veut dire un homme, une voix. Donc, ce n'est pas le capital qui est l'élément principal pour une coopérative, mais c'est la participation. Et le second élément de la coopérative, c'est comme c'est une entreprise collective, le but n'est pas lucratif. Donc, c'est un but purement social, ce qui permet à la coopérative d'accepter tout le monde. Ça veut dire que le capital est variable et puis le nombre de membres est ouvert. Il y a un minimum, mais il n'y a pas de maximum. Ça veut dire que autant que la coopérative peut accueillir 1 million de personnes parmi les sociétaires, elle va les accueillir. Il y a toujours de la place pour ceux qui viennent. Donc, ce n'est pas fermé. Ok. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'évolution et du développement des coopératives sur ces dernières années qui, quand même,
on voit, malgré tout ce qu'on peut reprocher aux coopératives, quand même, qu'elles arrivent à tenir dans leur mission, comme vous venez de le dire, à être là aux côtés des populations, à faire respecter les principes. Pour nous parler un peu de l'évolution du développement des coopératives. Oui, bon, les coopératives ont commencé il y a très longtemps, hein, et je peux dire que ce sont des pionniers de la microfinance, en tout cas dans notre sous-région. Alors, si on va regarder, les coopératives ont commencé il y a très longtemps, depuis les années 75. Il y en a qui ont fêté plus de 50 ans. Il n'y avait pas autre chose pour la microfinance. Et ce sont les coopératives qu'on appelle aujourd'hui les institutions mutualistes ou coopératives d'épargne de crédit, les IMSEC, qui dominent largement le secteur de la microfinance. On peut voir quelques chiffres dans l'UMOA, dans notre espace. Je précise, bon, tout le monde connaît certainement, l'UMOA, c'est l'Union monétaire ouest-africaine qui contient 8 pays, dont le Bénin, le Togo, les pays de l'AES, qu'on appelle aujourd'hui les 3 pays, Niger, Burkina, Mali. Il y a également la Côte d'Ivoire, il y a le Sénégal, il y a la Guinée-Bissau, qui est le seul pays portugais parmi ces pays-là. Alors, on va comparer un peu les chiffres de 2005 à 2024, soit sur 20 ans. Alors, le nombre de SFD en 2005 était de 652 et en 2024, ça s'est baissé pour aller à 533. Ça fait donc moins 119 SFD. Pourquoi le nombre n'a pas augmenté? C'est parce que, comme vous le savez, au niveau de la loi de 2012, il y a un certain nombre de structures qui faisaient de la microfinance qui ont été appelées à changer de statut juridique, et il y a un certain nombre qui ont disparu. Mais il y a également le fait que dans ce secteur-là, il y a, comme même dans le secteur bancaire, il y a les retraits d'agrément. Et lorsqu'il y a les retraits d'agrément, et bien sûr, l'institution disparaît, ne peut plus exercer. Alors, le nombre de points de service, il y en avait 3500 et aujourd'hui, c'est 4761. Ça veut dire qu'il y a eu 36% d'augmentation, soit 1261 points de service. Et les bénéficiaires, c'est là, il y a vraiment un grand bond. Il y avait en 2005 5,8 millions, je parle de l'UMOA bien sûr, et en 2024, il y en a 19 millions. Donc, à partir de ce moment, on peut constater qu'il y a une importante évolution de près de 229%. Donc, quand on a 19 millions de personnes, ça, c'est déjà beaucoup. Alors, l'encours de crédit, qui était de 297 milliards en 2005, aujourd'hui est de 2695 milliards. Ça veut dire que l'encours de crédit a augmenté, a été multiplié par 8, ce qui fait près de 120 milliards chaque année d'augmentation sur toute la période en moyenne, notamment ces dernières années. Également, au niveau des dépôts collectés en milliards, nous avions en 2005 279 milliards et en 2029, nous avons 2459 milliards, donc de 278 à 2459. Ça veut dire qu'il y a eu près de 109 milliards également en plus. Là où il y a un peu de problème et qui est connu, le ratio de créances en souffrance, qui était de 6,9%, est passé à 8,9%. Donc, il y a une augmentation, notamment à partir des années 2020. Il y a là, effectivement, un peu les effets Covid et également la conjoncture économique. En ce qui concerne les résultats d'exploitation, les SFD sont passés de 7,3 milliards à environ
39 milliards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait 5 fois plus également. Donc, à ce qui concerne ce qu'on appelle le nombre de salariés, le nombre de salariés est passé de 10 300 à peu près 15 391. Et aujourd'hui, le total bilan fait quand même 3 220 milliards. Ça veut dire que ce secteur a connu une progression régulière sur l'ensemble des paramètres importants, tout ce qu'on appelle les indicateurs. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur l'évolution et le développement des coopératives ou mutuelles. En termes d'importance, vers les années 90, les coopératives représentaient 90% du secteur et aujourd'hui, les coopératives sont toujours à peu près à 65% du secteur. Ça veut dire que 65% du secteur. c'est un peu les plus grosses structures dans le secteur, dans tous les pays, au Bénin, au Togo, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, un peu au Sénégal, oui, bien sûr. Au Mali également, d'ailleurs. Donc, voilà un peu l'évolution du secteur. Alors, qu'est-ce qui justifie ces réussites relatives qu'on peut dire, cette domination que les coopératives mutuelles d'épargne font dans le secteur de la microfinance, surtout dans l'espace UMOA? Oui, bon, en fait, il y a plusieurs facteurs. Déjà, il y a le facteur qu'on appelait historique. Le facteur historique, c'est un facteur de premier rang. Comme je l'ai dit, au début, lorsque la microfinance a été créée, c'est le modèle là qui a été privilégié. Donc, tous les, qu'on peut appeler les institutions importantes du secteur ont aujourd'hui pris la forme coopérative. Alors, le second facteur qui est très important aussi, c'est que lorsqu'est apparue la loi, la première loi de la microfinance, donc en 1997, donc cette loi-là, au Bénin, bien sûr, sinon c'est une loi qui est apparue en 1993, mais le Bénin l'a mise en vigueur en 1997, il y a les formes juridiques qui étaient nombreuses et variées. Il y a les groupements coopératifs, il y a tout un tas un certain nombre, même certaines associations, les projets à volet microfinance, tout cela devait choisir, donc, entre aller vers les associations, aller vers les sociétés anonymes ou sociétés à responsabilité limitée, ou aller vers les coopératives. Alors, les conditions pour aller vers l'une ou l'autre forme de société, c'était plus facile pour tout le monde d'aller vers la société coopérative. Ça fait que tout ce réservoir d'institutions qui ne se retrouvaient plus autorisées par la loi de 1997 se sont vus obligés de se transformer en coopérative. Et il faut reconnaître qu'ils ont même apporté leur contribution. Donc voilà à peu près ce que je peux dire. Oui, est-ce que cette facilité à choisir la forme juridique coopérative, est-ce que ça ne répond pas aussi à une manière, enfin, des traditions ou des coutumes qui sont adaptées à nos pays et qui font que les gens se retrouvent plus coopérateurs, mutualistes que toute autre chose? Bon, il y a ce facteur, c'est-à-dire que les coopératives sont tournées vers les localités, vers les communautés, et donc ça permet d'avoir la confiance et que ces populations-là viennent faire des affaires avec la coopérative. Et il y a également le fait que pour devenir une société, il y a le capital social minimum, qui est un défi pour plusieurs institutions qui n'avaient pas la forme société. Puisque la loi impose un certain nombre de conditions et on peut voir qu'aujourd'hui, c'est vrai, le capital social minimum est autour de 500 millions pour les sociétés, alors qu'une coopérative peut commencer bien plus bas. Donc, il y a également ce facteur qui joue et les gens sont tenus parfois obligés de devenir coopératives. Ok. Les coopératives aussi, malgré les succès, souffrent de certains nombre de choses par rapport à la qualité de gouvernance qui n'est pas souvent
ce qu'il faut. Qu'est-ce qui explique aussi ce que je vais appeler des échecs des coopératives à être des institutions performantes, bien gérées, qui ont les bonnes pratiques en matière de gouvernance? Bon, moi je dirais qu'il y a deux types de coopératives. Oui. Il y a les vraies coopératives qui, tant bien que mal, s'en sortent, c'est-à-dire que ce sont des coopératives qui fonctionnent vraiment sur les valeurs et les principes coopératifs. Mais il y a aussi beaucoup de sociétés coopératives, comme je le disais, ceux qui ont été obligés de se transformer en coopératives. En fait, il y a des créateurs qui sont des fondateurs qui agissent comme si c'était une institution privée. Et ils sont restés tout le temps dans la gouvernance jusqu'à même ce que le ministère des Finances a dû prendre un courrier sur la limitation des mandats pour dire, mais écoutez, ce n'est pas une société. Vous n'avez pas mis l'argent pour en faire une société personnelle. Donc, il y a tout cela. Donc, ça a posé des problèmes. Et quand ces fondateurs-là, initiateurs-là partent, ils mettent des bâtons dans les roues. Et parfois, ceux qui les remplacent aussi n'ont pas les niveaux requis pour participer ou bien amener les acteurs à bien gérer la coopérative. Donc, il y a cette question-là. Et la troisième chose que je peux dire, c'est que les coopératives ont des stratégies qui oublient la performance financière. Donc, lorsque vous oubliez la performance financière, vous allez vous installer dans des zones non rentables et finalement, parce que sous l'influence des élus qui veulent chacun avoir l'institution. Donc, c'est tout un ensemble de facteurs qui font que plusieurs coopératives se sont vues retirer l'agrément. Il y en a beaucoup. Mais les grandes qui s'appuient sur les principes coopératifs, elles existent toujours et elles font une performance financière qui leur permet la pérennité. Donc voilà. Merci beaucoup. Alors, on va revenir un peu sur la réglementation, surtout son évolution. On sait que la première loi, c'était vraiment orienté vers les coopératives. Alors, est-ce que l'évolution réglementaire, jusqu'à la loi actuelle, a permis le développement des coopératives ou bien a limité un peu leur capacité à être optimale en termes d'offres de services, de développement, d'inclusion financière? Comment vous voyez toutes les lois successives qui ont été mises en place? Est-ce que ces lois ont favorisé les coopératives ou bien ont quand même été comme des freins, des contraintes supplémentaires sur le chemin des coopératives mutuelles? Non, les lois ont été, disons, favorables à la coopérative, puisque les États ont choisi la forme coopérative comme forme principale pour la microfinance. Si je veux rappeler la première loi au Bénin ici, c'est la loi 97-027 du 8 août 1997 portant réglementation des institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit. La loi dite PAMEC. Voilà, c'est comme la loi dite PAMEC. Vous entendez là, portant réglementation des institutions coopératives d'épargne et de crédit. Donc, c'est une loi qui n'a été faite que pour ces institutions. Oui. Alors, il y avait ce qu'on appelle la convention et les autres institutions étaient obligées de ne recourir qu'à la convention qui durait 5 ans. Donc, ça les a bloqués et c'était même l'une des principales raisons pour réviser la loi, pour dire, mais il n'y a pas que les coopératives ou les mutualistes. Il faut élargir la loi à tout le monde pour que tout le monde puisse opérer dans un esprit de pérennité. C'est ça qui a amené à la loi qui a été votée en 2007 par le Conseil des ministres, mais a été adoptée au Bénin en 2012. On appelle la loi 2012-14 du 21 mars 2012. Maintenant, on a dit portant réglementation des systèmes financiers décentralisés au Bénin. Donc, le nom a changé. Ce sont des systèmes financiers décentralisés, donc tout le monde est dedans. Mais là, il y a eu limitation des formes juridiques possibles.
que les gens peuvent adopter. Il y en avait 4. Soit vous devez devenir une institution mutualiste ou coopérative d'épargne et de crédit. Vous pouvez devenir une association. Vous pouvez devenir ce qu'on appelle une société à responsabilité limitée, ou alors vous pouvez devenir une société anonyme. Donc, cette réglementation a été pour améliorer la stabilité du secteur et a pris en compte des règles de gouvernance qui ont été appliquées. Et ensuite, ça, c'est fini en en décembre 2023, au Bénin ici d'ailleurs. Le Conseil des ministres a adopté la nouvelle loi communautaire qui porte en réglementation de la microfinance dans l'UMOA. Et cette loi-là est actuellement en cours de promulgation au Bénin, mais il a été déjà mis en vigueur dans certains pays comme le Burkina Faso et 3 autres pays. Donc, justement, sur cette loi maintenant, cette nouvelle loi, à quoi on doit s'attendre pour les coopératives? Puisqu'on parle de sociétés coopératives, on ne vient plus aux coopératives mutuelles. Cette loi ne reconnaît que les sociétés coopératives, les sociétés anonymes ou les autres formes de sociétés qu'on connaît. À quoi les coopératives ou les mutuelles doivent s'attendre? Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour elles, surtout par rapport à leur fonctionnement qu'on connaît, qui était basé sur des valeurs, des principes, comme vous l'avez dit, et qui ont vraiment contribué à leur succès? Qu'est-ce qui va arriver aux coopératives entre griffes? Qu'est-ce qui doit changer à leur niveau? Si on peut poser ça de ces deux manières. Ok, d'accord. Bon, il y a deux types de réglementation qu'on doit prendre en compte. Il y a ce qu'on appelle la réglementation OHADA. Comme je l'ai dit au début, une coopérative, c'est quelque chose qui est une entreprise. Alors, cette entreprise, la loi dit aujourd'hui, vous ne pouvez prendre que 2 formes juridiques, soit devenir une société coopérative avec conseil d'administration, parce qu'il y a les sociétés coopératives simples qui sont exclues de formes juridiques que peut prendre une institution de microfinance, soit vous devenez une société anonyme. Alors, pourquoi cet ajustement? C'est parce que dans l'ancienne loi, la loi actuellement en cours, on va constater qu'il y a plus de 50 articles qui portent uniquement sur les coopératives. Parce que les coopératives n'avaient pas de référence pour créer la société coopérative. Maintenant, cette référence existe au niveau de l'OHADA. On appelle ça l'acte uniforme sur les sociétés coopératives, AUSC. Mais il y a un autre acte uniforme sur les sociétés anonymes, enfin, sur les sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, qui est l'AUSGIE. Et pour cet acte uniforme, il y a plusieurs types de sociétés. Mais la loi ne retient que la société anonyme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est la société anonyme, vous choisissez ça et vous êtes dans l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et le groupement d'intérêt coopératif. Maintenant, si vous choisissez la forme société coopérative avec conseil d'administration, vous êtes également relié à un acte uniforme. Cet acte uniforme-là, c'est l'acte uniforme sur les sociétés coopératives qui existe. Et c'est à l'intérieur de cet acte uniforme, c'est la société coopérative avec conseil d'administration. Alors, donc vous allez là-bas pour créer la société et vous revenez chercher l'agrément maintenant au niveau des autorités monétaires, au niveau de la BCEAO et du ministre de tutelle. C'est le ministre de tutelle qui donne l'agrément. Donc, quand vous revenez maintenant, dans la nouvelle loi, là, il n'y a plus comment les coopératives fonctionnent et tout ça. Ça, c'est renvoyé à l'acte uniforme pour l'OHADA. Donc, quand vous revenez avec votre acte uniforme, vous allez maintenant chercher l'agrément pour opérer l'activité de microfinance. Et ça, la loi là s'applique indifféremment à chaque type de société, quelle que soit la forme juridique que vous avez. Et est-ce que cette nouvelle loi
Est-ce qu'elle garde toujours les valeurs et principes coopératifs? La réponse est oui. La réponse est oui, puisque l'acte uniforme de l'OHADA sur les sociétés coopératives a conservé les principes et valeurs coopératives de l'Alliance coopérative internationale, qu'on appelle la CI. C'est clairement dedans, ils n'ont pas changé de virgule. Ça veut dire que chaque coopérative, même si vous voulez faire la microfinance, si c'est la forme société coopérative, vous devez intégrer dans vos statuts et dans vos règlements intérieurs ces valeurs et ces principes coopératifs. Et donc, c'est bien conservé. Il n'y aura pas du tout de difficulté, puisque si vous avez une société coopérative, vous devez respecter aussi bien la loi portant réglementation de la microfinance dans le mois, et vous devez également respecter l'acte uniforme sur les sociétés coopératives qui régit le type de société qu'est une coopérative. Et dans cet acte-là, c'est clairement énoncé les 7 ou 8 principes universels que chaque coopérative doit appliquer. Donc, la gouvernance démocratique est là avec un homme, une voix. Les organes de gestion sont là. Mais ce qui change un peu, c'est au niveau de la gouvernance. Quand vous parlez de faiblesse de gouvernance, on va voir que la nouvelle loi a pris des dispositions pour que les membres des organes ne soient plus n'importe qui. Il doit avoir un minimum de niveau intellectuel et surtout, ils doivent avoir également des compétences en finance ou en économie. Donc, ça veut dire que la coopérative ne sera plus gérée avec des gens qui, puisque c'est leur chose, ils n'ont pas été à l'école, bon, ils accèdent au poste, ce ne sera plus possible. Et une instruction de la Banque centrale viendra préciser les niveaux selon les types de coopératives. Ça veut dire que si vous êtes une coopérative simple, enfin, pas grande, de microfinance, il y a des niveaux qui seront exigés, mais si vous êtes SFD, ce qu'on appelait SFD article 44, il y a d'autres niveaux de technicité, de compréhension de la finance et de la comptabilité qui seront exigés. Sinon, vous êtes là un peu comme un figurant. Et ça, c'est ce que la loi voulait. Justement, voilà. Est-ce que quand on parle de société coopérative, il y a la question de l'actionnariat. Or, avant, quelle que soit la part sociale que vous libérez, le principe est toujours démocratique, un homme, une voix, un membre, une voix. Est-ce que on va pouvoir le faire respecter dans le cadre d'une société où il y a une exigence minimale de capital? C'est-à-dire, il y a des gens qui doivent contribuer à ce qu'on atteigne ce minimum-là. Est-ce que dans le cadre où on sera dans une société coopérative, où des gens vont reconnaître leur position dans le fonctionnement, c'est-à-dire dans la construction de la coopérative, est-ce que ces personnes vont accepter d'avoir une seule voix à l'Assemblée générale avec les autres qui n'ont pas apporté une grande contribution au capital, par exemple? Oui, bon, là, il y a peut-être une petite difficulté, mais la loi en a tenu compte. Vous pouvez, c'est-à-dire que le principe, c'est un homme, une voix, donc la gouvernance démocratique. Alors, ce qui change un peu, ce sont les conditions, les critères à respecter qui, au-delà de les critères de probité, d'engagement, vont maintenant sur des critères professionnels de connaissance pour pouvoir jouer le rôle. Chaque acteur doit pouvoir jouer son rôle. C'est vrai que dans les principes coopératifs, il y a la formation. Ça veut dire que même si vous êtes un paysan, un couturier ou quelqu'un qui n'a jamais étudié les finances ou la comptabilité, vous pouvez rentrer dans la gouvernance avant, mais maintenant, ce n'est plus possible. Ça veut dire que la loi a été ouverte. La loi dit qu'il faut une masse critique qui peut faire ce travail-là. Et à partir de ce moment, je pense que ceux qui veulent mettre de l'argent dans une coopérative, en principe, la coopérative n'est pas ce qu'on appelle abus lucratif. Ce que tu peux gagner, ce n'est pas l'utilisation de la coopérative. Celui qui va prendre 1 million de crédit, 10 millions de crédit, 5 millions, et qui peut l'utiliser correctement, rembourser et faire des profits, ce n'est pas ce canal qu'on peut gagner de l'argent dans la coopérative. Mais pas en devenant actionnaire et en ayant des dividendes. Donc,
Si vous voulez ça, vous devez vous retrouver et créer une société anonyme. C'est ce que la loi vous permet. Et la deuxième chose, justement aussi, oui. De capital, je vais finir par là. En termes de capital, c'est que le capital des coopératives est toujours, le montant est variable. Ça veut dire chaque année, même chaque jour, ça peut augmenter. Donc, il suffit d'avoir beaucoup de coopérateurs, beaucoup de membres pour avoir le capital social minimum. Maintenant, si vous avez des ressources et vous voulez intervenir en capital, il y a ce qu'on appelle les emprunts subordonnés. Les emprunts subordonnés, c'est que vous négociez avec votre coopérative, au lieu d'avoir votre argent dans les dépôts des membres, vous lui faites un emprunt subordonné où le taux d'intérêt sera peut-être plus élevé que le taux de dépôt des membres, mais vous êtes dans le capital. Ça veut dire que vous subissez les risques. Comme vous subissez les risques, vous pouvez exiger des taux d'intérêt plus élevés. Et ça permet à la coopérative que ses membres qui ont des ressources puissent les mettre à sa disposition et gagner de l'argent, mais ce ne serait pas des dividendes. OK. Un élément aussi qui justifie le succès des coopératives, c'est l'accès au crédit. Et avec la nouvelle loi, les organes vont être complètement modifiés. On n'aura plus, par exemple, sur le comité de crédit, on n'aura plus les membres présents. Et ça va être un truc de technicien. Est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'il y a un accaparement du processus de crédit et son orientation vers des gens qui ne sont peut-être pas rentables comme les membres, et on va détourner le crédit parce qu'on le constate déjà dans un certain nombre d'institutions coopératives où, pour des besoins de rentabilité, il y a des couches qu'on ne finance pas. Alors que la présence des membres s'assurait que, dans les comités de crédit, s'assurait que c'est les membres effectivement qui en ont besoin, qui ont accès au crédit. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque, le comité de crédit, qui est quand même l'instrument phare des coopératives pour jouer leur rôle, soit détourné, soit pris en otage par des techniciens émis, orientés uniquement par les performances? Bon, il y a toujours un risque, mais lorsque le principe est l'excellence opérationnelle, puisqu'on a dit la coopérative aussi doit être rentable, même si elle ne distribue pas de dividendes, il est évident qu'il faut aller vers la clientèle qui fera en sorte que votre portefeuille de crédit soit de bonne qualité. Mais pour éviter le risque dont vous parlez, il y a quelques principes. C'est-à-dire que si à l'intérieur, la méthodologie de crédit fait en sorte que celui qui veut des crédits de 50 000, de 100 000, de 150 000, tel que le microcrédit à l'AFIA, tout ça, ben, les coopératives peuvent octroyer ça, bien sûr. Et d'ailleurs, les coopératives en octroient, puisqu'il y a plein de coopératives qui sont partenaires du Fonds national de microfinance, qui a le lead dans la gestion de ce produit-là. Et pour obtenir également un certain nombre de labels, il y a ce qu'on appelle le taux de microcrédit distribué. Il y a le market mix qui suit ça. Et à l'international, on connaît les institutions qui donnent des crédits au moins nantis et qui donnent des crédits. Donc, on compte le nombre de crédits. Donc, il y a des critères externes qui vont obliger les coopératives à ne pas oublier la couche de la population qui adhère le plus. Mais si on regarde le nombre de bénéficiaires de crédit aujourd'hui par rapport au nombre de déposants, on voit que le nombre de déposants est 4 fois supérieur au nombre de bénéficiaires de crédit. Ça veut dire que le produit épargne est également un besoin. Épargner est un besoin pour les populations. Ce n'est pas seulement pour prendre du crédit. Mais tous ceux qui vont démontrer une solvabilité par rapport au montant qu'ils demandent, en principe, je crois, les gens doivent pouvoir leur donner le crédit. Ils ne seront pas exclus parce que la coopérative, dans sa gouvernance, ceux qui sont la direction générale, le conseil d'administration, ils vont évaluer certains paramètres
qui caractérisent la coopérative pour dire ben, on doit faire des efforts ici, on doit faire des efforts ici. Mais il ne s'agit pas de distribuer le crédit à des gens qui n'ont pas d'activité. Oui. Voilà. Ok, merci. Alors, l'avant-dernière question, c'est aujourd'hui, quand on regarde tout ce qui est créé qui va être créé ou bien qui est créé par cette nouvelle loi, qu'est-ce que vous conseillez aux coopératives pour continuer à prospérer, pour continuer à jouer le rôle de leader dans le secteur de la microfinance au niveau de l'UEMOA? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Parce que la loi, comme vous l'avez dit, va changer beaucoup de choses. Et ce n'est pas vraiment un changement de surface, hein, ça va être en profondeur, dans le fonctionnement des organes, plein de choses. Qu'est-ce que les coopératives doivent faire maintenant pour préserver tous leurs avantages acquis, tous les acquis qu'il y a maintenant et continuer à se développer dans ce nouvel environnement créé par la loi? Bon, moi, j'ai toujours l'habitude de dire une institution de microfinance, qu'elle soit coopérative ou qu'elle soit société anonyme, doit chercher d'abord la performance. La performance financière et la performance sociale pour les coopératives. Et les autres peuvent chercher seulement la performance sociale, puisque même dans l'acte uniforme, sur les sociétés commerciales, il a été mentionné que les gens s'associent dans le but de faire des profits. C'est ce qui est écrit clairement dans l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et le groupement d'intérêt économique. Donc, si vous cherchez que des profits, vous allez là-bas. Mais en ce qui concerne comment on appelle ça, en ce qui concerne les coopératives, ça, il y a plusieurs choses à leur conseiller. Alors, maintenant, je crois que déjà, la transformation institutionnelle est obligatoire. Donc, la première chose que je vais leur conseiller, c'est déjà de conserver leurs agréments en faisant leur transformation institutionnelle dans le délai imparti, qui sera de 1 an dès la mise en œuvre de la nouvelle loi. Et à la fin, dans les mesures transitoires, il a été clairement mentionné que si après 1 an, une institution n'a pas fini sa transformation institutionnelle, on lui retire l'agrément. Donc, c'est écrit clairement dans la loi. Donc, déjà, il faut chercher à bien réussir sa transformation institutionnelle dans le délai imparti de 1 an. Ensuite, je crois qu'il faut adopter ou consolider les bonnes pratiques en matière de microfinance, puisque ce n'est pas un démarrage, c'est une continuité en matière de microfinance. Et ce sont des ajustements importants, comme vous l'avez dit, qui seront faits. Et je crois qu'enfin, il faut instaurer des bases de la performance. Dans la microfinance, on les connaît. Déjà, il faut bien gérer la conformité, parce que si vous ne le faites pas, c'est un retrait d'agrément. Il faut développer le professionnalisme pour avoir une excellence opérationnelle. Ça, c'est clair. Il faut assurer l'existence d'une bonne gouvernance, parce que la bonne gouvernance est souvent le talon d'Achille des institutions de microfinance. Donc, cette bonne gouvernance, elle doit être instaurée. Et quand on regarde dans les tests de l'acte uniforme de l'OADA sur les sociétés coopératives, c'est clairement écrit. Ça veut dire que vous devez conformer vos statuts à cet acte uniforme-là et vous devez conformer également votre règlement intérieur à cet acte uniforme. Et à partir de là, vous avez un certain nombre de pratiques qui vont changer. Alors, aussi, il faut trouver les ressources pour intégrer le numérique et la digitalisation. Les ressources, le numérique et la digitalisation sont des points importants. Si vous allez prendre le nouveau plan de développement de la microfinance, vous allez voir, c'est l'objectif numéro 3, qui est de digitaliser toutes les institutions. Et je crois que l'État s'organise pour le faire. Et au niveau du ministère du numérique, il y a un projet qui a déjà commencé avec certaines institutions. Et lorsque ça va réussir, toutes les institutions de microfinance vont en bénéficier. Ensuite, il faut maîtriser les risques opérationnels, tous les risques, y compris le risque de crédit. Il faut une bonne gestion des coûts et des investissements.
Et à ce niveau, moi, il me paraît bizarre que ce soit une obligation pour plusieurs institutions, mais elles ne font que de petits pas. C'est une obligation, mais les institutions ne font que de petits pas. Vous allez voir que le ratio prudentiel de financement des investissements et de la participation, mais plusieurs institutions ne respectent pas ça. Ça veut dire que vos fonds propres ne sont pas suffisants pour couvrir vos investissements et les participations, mais ils continuent d'investir sur des achats de camions, achats de ceci, enfin, achats de véhicules, achats d'ordinateurs, mais vous ne respectez pas ce ratio important. Et ce sont les investissements qui les intéressent. Donc ça, c'est un point que les institutions coopératives doivent voir. Et enfin, pour ceux qui ne sont pas rentables, il faut bien sûr des plans de redressement de la rentabilité. Parce que si vous n'êtes pas rentable, vous avez des reports nouveaux négatifs et vous continuez de faire des déficits. Justement parce que vous investissez et puis vous ne gérez pas bien le crédit et puis il y a quelque part des coûts opérationnels élevés. Des coûts opérationnels élevés. Mais j'ai vu une institution, parce qu'ils étaient en redressement, ils ont décidé de réduire leur salaire. Ça veut dire qu'avec leur syndicat, ils ont dit, si on ne réduit pas le salaire là, ça sera un pet. Et si ça va dans le report nouveau négatif, on va nous retirer l'agrément. Donc, il y a ces éveils qui arrivent, mais ils sont obligés de passer par là. Donc, il faut redresser la rentabilité lorsque ce n'est pas le cas. Donc, voilà quelques éléments comme conseil que je peux donner aux coopératives. Merci beaucoup, M. Alikama. Alors, donc, pour vous, avec la nouvelle loi, ce n'est pas la fin de la société coopérative, de l'esprit coopératif, c'est ça? Non, non, l'esprit coopératif est bien ancré dans l'acte uniforme de l'UADA sur la société coopérative. Et ce que les coopératives, je n'affirme pas, qui vont être amenées, les mutuelles qui vont être amenées à garder la forme coopérative, je crois que la loi dit ils ne perdent pas leur personnalité morale. Si vous êtes dans cet acte uniforme, vous voulez prendre la forme d'une autre forme de société qui est régie par l'acte uniforme sur la société coopérative, vous gardez votre personnalité morale. Donc, ça ne change pas. Et si vous mettez, comment on appelle, en harmonie votre statut et votre règlement intérieur avec l'acte uniforme de l'ORADA sur la société coopérative, vous devez mettre les principes coopératifs et vous devez fonctionner sur cette base. Ce que la nouvelle loi peut limiter peut-être, c'est que, comme vous l'avez dit, il y a des coopérateurs très engagés qui auraient voulu entrer dans les organes qui ne pourront pas parce que les critères de la Banque centrale ne vont pas permettre qu'ils rentrent dedans. Non. Parce que ça va être élitiste. C'est comme aujourd'hui, on n'a plus de paysans à l'Assemblée nationale. Bon, façon de dire, il faut savoir lire les lois, sinon votre présence est un peu comme une présence juste pour être là. Donc, actuellement, les organes doivent être opérationnels, les organes doivent être dynamiques et ils doivent surtout développer la vigilance et rappeler à l'ordre lorsqu'ils voient des choses qui ne marchent pas. Et donc, au contraire, pour moi, c'est que les coopératives vont mieux se porter. OK. Merci beaucoup, M. Alikama, pour cette présentation, ces interventions très intéressantes qui, à la fin, quand même, dit que les coopératives vont rester les coopératives, l'esprit coopératif va rester. Et si l'esprit coopératif reste, ça veut dire que les coopératives vont continuer à garder le lead du secteur de la microfinance au niveau de l'UEMOA. Alors, nous allons prendre quelques questions, 5 questions. Alors, ceux qui veulent intervenir, vous pouvez lever la main le temps que j'active la possibilité d'activer le micro. Allez-y. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir? Ceux qui ne peuvent pas aussi activer leur micro, vous pouvez envoyer ça dans la boîte de messagerie. Donc, si vous avez des questions, allez-y, nous sommes là, nous vous écoutons. Levez la main, activez votre micro. Est-ce que je coupe mon micro d'abord? Oui, bon. Allez-y. Il n'y a pas de questions?
Vous avez la possibilité maintenant d'activer vos micros. Hein. Vous pouvez lever la main. Ah, il n'y a pas de questions, on dirait. Donc, les échanges ont été très clairs au niveau de nos participants. Il n'y a pas d'intervention. Ah, ok, Madame Florence, allez-y, activez votre micro. Madame Bagidi, activez votre micro, posez votre question. Et bonsoir, monsieur Bambou. Bonsoir, bienvenue dans notre webinaire. Merci beaucoup. Je salue également monsieur Ari Kama pour sa présentation. J'ai une petite préoccupation et ça concerne en fait la constitution du capital social au niveau des entités de base. Je sais qu'avec les dispositions actuelles, nous considérons un peu les parts sociales. Mais lorsque nous basculons au niveau des sociétés coopératives, comment ce sera géré? Est-ce que c'est toujours le capital social qui doit être pris en compte ou qu'est-ce qu'on pourra vraiment faire? Et la même préoccupation va également au niveau des fêtières et des unions. Comment les caisses de base vont également constituer le capital social au niveau des fêtières et unions pour qu'il n'y ait pas un conflit d'intérêts. Est-ce qu'on doit niveler et ce capital social au même niveau, au même montant, ou quelles dispositions on peut déjà commencer par prendre? Et dans quel sens on peut déjà mener les réflexions pour que lorsque la loi sera votée, on n'ait pas trop de difficultés à ce niveau? Merci. Merci beaucoup, Madame Bagidi. On va permettre à une autre personne d'intervenir. On va prendre 5 questions, 5 intervenants, s'il y en a, avant de permettre à M. Ali Kamara. Oui, M. Agbola, allez-y, activez votre micro. Jacques, activez votre micro et puis posez votre question. Allô? Oui, bonsoir, M. Sylvestre. Bonsoir, bienvenue, allez-y. Ok, je dis merci à M. Ali Kama pour la présentation. J'ai 2 préoccupations. La première, c'est par rapport au changement de coopérative en société coopérative. En ce qui concerne le système comptable, est-ce que le référentiel change? C'est ma première préoccupation. On n'a pas entendu la fin, c'est le référentiel, c'est ça? Vous avez parlé de référentiel? Oui. Le référentiel comptable. Oui. Qu'est-ce qui arrive à l'organisation comptable? Ok, d'accord. Voilà. Maintenant, désormais, on dit société. Voilà que nous, dans nos formes actuelles, nous parlons de part sociale. Est-ce qu'il y aura des changements dans ce thème-là ou bien nous allons garder, d'accord, tout ce que nous appelons aujourd'hui part sociale comme capital à notre niveau? La loi, est-ce que la loi déjà fini le minimum ou bien c'est chaque date de ce que c'est le minimum du capital social? Merci Jacques. C'est vrai que ça crache un peu de votre côté, mais on a saisi un peu. Je pense qu'il n'y a pas encore de loi. La loi n'a pas fixé encore le capital social. Il y a une instruction qui est prévue de la Banque centrale pour ça. Donc, je vais laisser après M. Aïkama donner. Une autre intervention, s'il y en a.
Allô? Ok. Alors, il y a une question dans la boîte de messagerie de Bio Naku. Il dit, je voudrais savoir si les membres du CA seront les mêmes qui siégeront au comité de crédit et au conseil de surveillance. Est-ce que c'est les mêmes, le CA qui joue le rôle de comité de crédit ou le rôle de conseil de surveillance? Ok. Merci beaucoup, Bio. Allô? Oui, monsieur Amadi, activez votre micro. Ok. Merci beaucoup. Je n'ai pas bien compris la partie concernant la dividende là. Est-ce que si nous devenons société coopérative, il y aura partage de dividendes ou bien il n'y aura pas partage de dividendes? Autrement dit, Ok. est-ce que les sociétés, les parts sociales des sociétés là seront rémunérées? Non rémunéré. Ok. Merci. Un dernier intervenant avant de laisser la parole à... Oui, monsieur Adansi. Oui, bonsoir, monsieur Fanton. Bonsoir à tous les participants. Je vous remercie pour l'organisation de cette formation et je remercie aussi le formateur pour sa présentation magistralement menée. Et j'ai une préoccupation. Je voudrais savoir, pour les sociétés dont les fonds propres sont actuellement, par exemple, négatifs, le formateur a expliqué ça, mais je n'ai pas bien perçu cette partie, au fait. Je voudrais savoir quelles sont les dispositions pour ces sociétés-là, actuellement, quand même, pour être en phase avec la nouvelle loi et ne pas se voir retirer, par exemple, le droit d'exercer l'activité. Merci beaucoup. C'est ma préoccupation. Et aussi, bon, j'ai une autre préoccupation qui est parce que le formateur a dit pour faire partie désormais des membres de la gouvernance, la nouvelle loi prévoit d'avoir quand même un certain niveau. Le tout ne suffit plus d'être dessus membre pour prétendre être dans la gouvernance. Est-ce que là, l'esprit coopératif n'est pas en train d'être mis en cause? C'est une interrogation. Parce qu'il peut y avoir quand même certains membres qui peuvent être plus engagés, être bien quand même. Et voilà, avec ce critère, ils seront éliminés. Est-ce que l'esprit coopératif n'est pas mis en cause? C'est une interrogation pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces interventions, ces questions très intéressantes. Bon, peut-être Charles, allez-y rapidement pour qu'on permette. Oui, bonsoir, monsieur Renvou. Je passe par ici pour remercier monsieur Arikama pour sa brillante présentation et ses explications claires. Et ma question est celle-ci. Et lorsque on parle de société coopérative, quand il y a société et s'il y a revenu, c'est qu'il faut payer impôt sur le revenu. Qu'en est-il de ce côté? Ok, merci Charles. On va laisser M. Arikama poser et apporter ses contributions à vos préoccupations. M. Arikama, vous avez la parole. Vous pouvez activer votre micro. Ok. Je remercie tout un chacun pour l'intérêt porté à la présentation et surtout pour les questions qui me permettent de repréciser certains points. Alors, par rapport à Mme Baguidi, la question de la constitution du capital social sera réglée par une instruction de la Banque centrale. Et ce n'est pas une mince affaire. Alors, la Banque centrale, il y a la loi qui a été promulguée et mise en vigueur dans certains pays, comme le Burkina, mais les instructions de la Banque centrale ne sont pas encore sorties. Nous avons fait un travail avec quelques experts du domaine. Chacun suppute. Nous avons cherché à rencontrer les gens de la Banque centrale ici. Ils n'ont pas jugé nécessaire de nous recevoir parce qu'ils disent qu'eux-mêmes, ça doit venir de Dakar.
Alors, ce qu'on entend, c'est que pour les sociétés coopératives, ça peut être peut-être 500 millions. Mais pour les sociétés anonymes, ça va être 1 à 2 milliards. Désormais, tel qu'ils ont ramené le capital social des banques de 10 à 20 milliards. Puisqu'il s'agit d'un indicateur de solvabilité. Donc, pour la stabilité du secteur, ça va être plus élevé que ce qui est là aujourd'hui. Mais aujourd'hui, si vous êtes une société IMSEC, enfin une institution IMSEC, c'est le ratio de capitalisation qui vous concerne. Ça veut dire une institution qui a 1 milliard de total bilan et doit avoir environ 150 millions de fonds propres. Une institution qui a 10 milliards doit avoir 1,5 milliard de fonds propres. Donc voilà comment ça va se faire. Ça va être en fonction, pour les institutions de base, ça va être en fonction du total bilan. Et toutes les institutions de base qui ont un agrément, bien sûr. Ça va être en fonction du total bilan. Donc, et au niveau des regroupements, réseaux, ou enfin fédération ou union, ça va être la même chose. On va voir sur la base de l'ensemble du total bilan consolidé. Donc, voilà un peu ce qui va se passer. Donc, les institutions de base, ça, c'est lorsque l'institution de base est dans un réseau, il peut ne pas avoir ça et l'avoir progressivement. Mais lorsque l'institution de base est non affiliée à un réseau, il devient comme un réseau ou comme une union. Ça veut dire qu'il doit respecter forcément le capital social minimum qui est fixé. Et il est dit dans la loi, dans une instruction, que dans tous les cas, le capital social d'un SFD ne peut pas être inférieur, les fonds propres plutôt, d'un SFD ne peut pas être inférieur à la moitié du capital social minimum fixé par la BCEAO. Donc, ces conditions-là vont venir éclairer et chacun saura évaluer sa situation et lorsqu'il ne respecte pas le critère, il va prendre des mesures. Alors, donc, lorsque l'institution de base n'est pas affiliée, il est traité comme un SFD qui a un agrément, quelle que soit sa forme juridique. Si il est une coopérative, elle est une coopérative plutôt, donc là, elle va avoir le capital minimum des coopératives. Alors, par rapport à M. Adegbola, Jacques, je crois que le changement des coopératives en sociétés coopératives n'a rien à voir avec le référentiel comptable. Et si nous allons, il y a d'autres questions qui vont venir. Quand vous allez prendre l'acte uniforme sur les sociétés coopératives, il faut lire l'article 2. L'article 2 dit « Les sociétés coopératives qui exercent des activités financières doivent se référer, en ce qui concerne cette activité-là, à la loi qui régit l'activité. » Ça veut dire, si une société coopérative veut faire de la microfinance, il doit se référer à la loi sur la microfinance de l'UMOA. Et tout ce que la loi là impose, l'acte uniforme de la société coopérative a déjà donné l'autorisation à cette loi-là de primer sur elle. Donc, tout ce que la loi dit, c'est ça qu'il faut appliquer. Maintenant, s'il y a des dispositions dans l'acte uniforme des sociétés coopératives, si elles sont contraires à la loi, c'est la loi qui s'applique. Ça, c'est clair. Que ce soit au niveau des banques, même au niveau des assurances, c'est la même chose. Maintenant, il y a toujours des parts sociales. Puisque dans l'acte uniforme sur les sociétés coopératives, la coopérative est définie comme une association de personnes poursuivant des buts pour améliorer leur situation. Pas pour faire du profit. Si vous voulez faire du profit, vous allez sur société commerciale et vous allez prendre société anonyme. Donc, les deux actes uniformes n'ont pas les mêmes buts. Ils sont séparés et ils sont organisés en fonction de la nature des institutions qui le gouvernent. Donc, si vous êtes une société coopérative, il y aura toujours des parts sociales, c'est parts sociales qu'on appelle ça.
ce sont les parts des parties du capital social, et celui qui détient 50 000 et celui qui détient 10 000, c'est un homme et une voix. C'est toujours le même principe coopératif tel qu'on l'avait dit. Alors, M. Bionakou, il demandait si le membre du CA, ce sont eux qui iront au comité de crédit, au conseil de surveillance. La loi n'a pas voulu imposer quelque chose. Là, vous allez choisir dans vos statuts et dans votre règlement intérieur. Si dans les statuts, on dit que les membres du conseil d'administration, il peut y avoir des comités pour faire le comité de crédit, ça c'est possible. Mais le conseil de surveillance ne peut pas être issu du conseil d'administration. Ça, c'est la séparation des fonctions incompatibles. Le conseil de surveillance doit exister. Et d'ailleurs, on va voir que dans l'acte, je crois, non, dans le, comment on appelle ça, l'instruction 017 sur le contrôle interne, vous allez voir que le service d'inspection est rattaché à ceux-là, parce que eux, ils doivent contrôler tout le monde. Aussi bien la direction générale, les opérationnels, et puis le conseil d'administration aussi doit être surveillé. Ils peuvent faire des rapports au ministre sur le conseil d'administration. Donc, la loi interdit strictement, c'est une fonction de contrôle qui ne peut plus être dans une fonction de gestion. Mais le comité de crédit peut être issu du conseil d'administration. Alors, M. Amadi parle de, si on devient société coopérative, puisqu'il y a le mot société, est-ce qu'il y a partage de dividendes? C'est possible. Si vous êtes société coopérative et que vous allez une société coopérative de menuisier, hein, comme il y a COP Meubles, vous fabriquez des chaises, des fauteuils, les bénéfices là, vous allez vous partager. Mais il y a une partie qui reste. Mais comme je dis, l'article 2 de l'acte uniforme dit que si vous voulez exercer une activité financière, vous vous référez à la loi de l'activité. Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas partager parce que la loi sur la microfinance, pour vous donner l'agrément, on va voir vos statuts. Et si vous dites que vous allez, dans vos statuts, partager des dividendes, ce n'est pas refusé. Hein. La loi dit que c'est limité à une faible partie du résultat produit. Ça ne peut pas être supérieur au taux d'intérêt que fixe la Banque centrale. Si le taux d'intérêt de la Banque centrale est 7%, si vous avez fait un excédent, vous pouvez partager jusqu'à 7%. Mais quand vous voyez qu'il y a peut-être 1 million d'actionnaires ou de sociétaires, ça devient ridicule. Donc, même vous pouvez partager. Vous pouvez partager peut-être 5 000 francs à quelqu'un, 10 000, mais il n'y a personne qui aura 1 million. Ça, c'est clair. Donc, c'est inutile de partager. Mais vous pouvez mettre ça. Mais vous devez dire que le pourcentage maximum ne doit pas dépasser le pourcentage du taux que la Banque centrale fixe. Donc, c'est toujours très faible. N'est-ce pas? Alors, en ce qui concerne Adansi, alors, la société, si les fonds propres sont négatifs, c'est une question qui est en train d'être gérée au niveau de l'Agence nationale de surveillance. Ils ont dit qu'ils vont liquider des sociétés. Ils nous ont dit ça clairement. Ils ont dit que tout le monde doit tout faire pour avoir respecté le ratio de capitalisation. Bon, maintenant, ils ne vont pas le faire. S'il y a des gens qui sont proches, ils vont le faire. Mais si vous avez des fonds propres négatifs et que vous devez vous fier à la loi sur la microfinance, une instruction de la Banque centrale a dit vos fonds propres ne doivent pas être inférieurs à la moitié du capital social minimum. Si c'est inférieur à ça, vous allez vers le retrait d'agrément. Donc, si pour les coopératives, le capital social minimum est de 500 millions, ça veut dire que toutes les institutions-là doivent tout faire pour avoir au moins 250 millions. C'est la moitié du capital social minimum. Donc, vous devez ramener vos fonds propres à ça par divers mécanismes. Les sociétaires peuvent acheter de nouvelles parts. Vous pouvez convaincre certains sociétaires pour qu'ils placent chez vous des emprunts subordonnés. Parce que ces emprunts subordonnés seront dans vos fonds propres. Il y a d'autres solutions qui existent. Si vous allez au niveau de référentiel comptable
de spécifier à la microfinance, vous allez voir ces solutions-là. Dans la composition des fonds propres, ça veut dire qu'à chaque élément de fonds propres, on peut trouver une solution avec ces sociétés. Alors, sinon, la disposition qui est en train d'être envisagée aussi, c'est que si vous êtes une institution de base non affiliée, et si vous n'avez pas la moitié du capital social minimum, ils vont vous rattacher à une autre institution qui est forte. Ça veut dire un rattachement obligatoire. Mais si c'est vraiment négatif, quelle est l'institution qui va vous recevoir? Ça veut dire que les institutions-là doivent faire d'abord un travail à ce niveau. Alors, la qualité des membres de la gouvernance, est-ce que ça conserve l'esprit coopératif? Je crois que, bon, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je crois que les problèmes de gouvernance ont handicapé ou même entraîné au retrait d'agrément de plusieurs SFD qui ont pris la forme coopérative. Donc ça, les gens ont voulu, même des sociétés anonymes. Les sociétés anonymes créées par quelques personnes, ils gèrent ça comme ils veulent et puis la société coule. On en connaît au Bénin, on en connaît ailleurs. Donc ça ne s'applique pas seulement aux sociétés coopératives. Ça s'applique aussi aux sociétés anonymes. Si vous avez, je ne sais pas moi, 500 millions, vous êtes 10, vous avez 5 milliards. Et vous créez une société anonyme et vous n'êtes pas, vous êtes des gens qui n'ont aucune compétence, vous devez recruter des gens dans votre conseil d'administration et leur dire de faire le travail. Vous allez les regarder, vous leur dites de faire le travail. Vous ne serez pas membre. Même si c'est une société anonyme, vous avez mis 500 millions. Si vous n'avez pas les qualités, vous ne serez pas dedans. C'est impersonnel. Et ça ne regarde même pas la nature juridique. Que ce soit une société coopérative avec conseil d'administration, que ce soit une société anonyme, ça s'applique. Donc, l'esprit coopératif ne peut pas disparaître, puisque la plupart des sociétaires, c'est le service qu'ils veulent. Et au-delà du service, ils ont l'exonération fiscale que l'État accorde à leur entreprise. Et ils ont le droit d'aller aux AG, de participer pour écouter. Donc, ce n'est pas de petite qualité, ce n'est pas seulement les quelques 10 ou 12 qui vont rester dans les organes là, qui vont faire le problème. Non, tout le reste là n'est pas dans les organes, mais ils travaillent toujours pour la coopérative. Et finalement, M. Charles Oguyomi, je crois, il a posé une belle question. Il faut aller à l'article 169 de la nouvelle loi. La nouvelle loi, vous pouvez trouver ça sur Internet. Vous allez à l'article 169, vous allez trouver exactement les sociétés coopératives ou mutualistes et leurs membres sont exonérés des impôts sur les opérations qu'ils réalisent dans le cadre de leur agrément. Et vous savez que ce n'est plus l'épargne et le crédit. Aujourd'hui, au niveau du crédit, il y a plein de produits. La nouvelle loi est passée de 3 à 15 produits. Et les 15 produits, vous pouvez les offrir. Et si vous les offrez, aussi bien le bénéfice que vous faites, aussi bien les intérêts que tirent les membres qui déposent de l'argent chez vous, il n'y a pas d'impôt. Il y a exonération d'impôt, c'est maintenu. Donc voilà, je pense que j'ai abordé l'ensemble des questions, mais s'il y en a encore, je vais... Merci. Alors, il y a M. Abonnement dans les boîtes, dans la messagerie qui a envoyé des questions. C'est est-ce qu'il faut dissoudre pour la conformité, hein, est-ce qu'il faut dissoudre les institutions actuelles avant la transformation en société coopérative? Est-ce qu'elle remet au niveau des mandats des élus, est-ce que la transformation en société coopérative remet les mandats à zéro, le décompte des mandats à zéro? Ça, c'est les préoccupations qu'il a. OK. Non, non, il n'y a pas de dissolution. Hein, C'est lorsque vous voulez devenir peut-être une société anonyme, il peut y avoir de dissolution. En tout cas, les actes uniformes de l'OADA disent ça. Mais on n'a pas encore les instructions de la BCEAO. Les instructions de la BCEAO peuvent organiser des passerelles. Ça veut dire que, puisque ce n'est pas une transformation institutionnelle volontaire, vous n'avez pas le choix, même les sociétés anonymes actuelles doivent se transformer.
en société anonyme encore. Parce que la loi va apporter quelques précisions. Donc, ils vont faire seulement ce qu'on appelle la mise en harmonie des statuts et règlements intérieurs avec les précisions que la loi va apporter. Donc, les coopératives actuelles vont se transformer en sociétés coopératives, mais elles étaient déjà des sociétés coopératives dans la réglementation communautaire. Vous savez que l'OHADA a 17 pays et l'UMOA a 8 pays, et les 8 pays de l'UMOA sont dans les 17 pays de l'OHADA. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, en réalité, la Banque centrale est consciente que la majorité de toutes les institutions actuelles doivent continuer par opérer et les populations n'ont même pas à savoir si l'institution a changé de forme juridique, sauf si ça amène à ça au retrait d'agrément. Parce que là, ça va, les opérations. Bon, je crois qu'il n'y a que très peu d'institutions qui, si elles ne se préparent pas tôt, peuvent suivre ce désagrément. Mais pour la transformation institutionnelle, il y a un article de la loi qui dit sont soumises à l'autorisation préalable du ministre les opérations ci-après. Et dans ces opérations, il y a la transformation institutionnelle. Donc, quand vous allez faire votre dossier de transformation institutionnelle pour demander de faire ça au ministre, le ministre va peut-être regarder, est-ce que vous respectez déjà les, comment vous appelez, les ratios prudentiels? Est-ce que votre solidité financière est bonne? Et c'est en fonction de ça que le ministre va vous dire, OK, faites votre transformation institutionnelle. Donc, cette étape, on ne peut pas la faire sans sauter le ministre. Forcément, on doit faire le dossier et lui envoyer ça. Et lui, il va prendre des décisions. On peut dire, le ministre peut faire des injonctions. Il peut dire, vous avez demandé transformation institutionnelle de telle ancienne forme juridique à telle nouvelle forme juridique. Je vous permets de le faire, mais voilà, je vous demande, je vous commande de faire ceci, cela. Donc, l'intérêt des autorités, ce n'est pas de retirer les agréments, non. Je crois que le maximum d'agréments doit pouvoir être conservé. Il y a les possibilités d'affiliation. Ils peuvent vous dire de vous affilier à une institution, mais la désaffiliation aussi, vous devez demander ça, même si vous remplissez les conditions après, vous devez demander ça au ministre. Donc, ce ne sera pas facile si les gens ne se préparent pas très tôt. Voilà, merci. Merci beaucoup, M. Arikama, pour les réponses à la préoccupation. Je ne sais pas si vous avez un mot pour clôturer. Oui? Bon, le mot que je vais dire, c'est de remercier. Allô? Allô? Oui, allez-y. Oui, le mot que je vais dire, j'ai vu qu'il y a à peu près 36 personnes qui ont participé. Ça me fait plaisir parce que c'est un sujet d'actualité. Et surtout, ce qui m'a le plus fait plaisir aussi, c'est les questions qui m'ont permis de repréciser certains points. Et je crois que par rapport à cela, les discussions peuvent continuer sous d'autres formats. On peut se rencontrer. C'est un sujet d'actualité. On n'a pas encore les instructions de la Banque centrale, ça va venir. Mais dans tous les cas, chacun doit déjà connaître les actes uniformes, connaître la loi et attendre les instructions pour voir les précisions additionnelles qui vont venir. Ça permet d'être prêt parce que le délai, c'est 1 an. Je remercie tout le monde et je remercie le cabinet FHS, c'est ça, hein? Et FSH Expertise. Voilà, FSH Expertise pour cette invitation et bonne soirée à vous. Merci beaucoup, M. Arikama. Donc, j'ai activé la possibilité de caméra. Vous pouvez activer vos caméras si vous souhaitez qu'on mette des visages sur les noms. Merci à vous tous pour la participation. Et comme on l'a dit, nous sommes là dans nos offres de services en ligne pour faciliter l'accès aux services de formation aux institutions. Nous avons, comme on l'a dit au début, en préparation, une formation sur le rapport d'audit. Comme vous le savez, c'est un élément important de l'audit du système de gestion des risques. Donc, un rapport bien écrit facilite les prises de décision. Vous aurez l'opportunité de profiter des expériences de notre expert qui est du Togo,
du plus grand réseau mutualiste aussi, la FISEC, M. Ngonou, qui va partager son expérience avec vous. Donc, nous serons heureux de recevoir les inscriptions, vos inscriptions à ce webinaire, à cette affaire-là, à cette formation en ligne. Merci encore à tout le monde. Donc, comme je l'ai dit, ceux qui souhaitent activer leur caméra peuvent le faire pour mettre des noms sur le visage avant de dire au revoir. Ok, Charles, merci. Séverin. Akabasi, merci beaucoup. Adovono, merci. Ah, monsieur Maléo, ça va? Oui, je suis là. Aldoa Madou, Okay. Bienvenue. Hein? Non, j'étais là depuis. Oui. J'étais là depuis. Oui, j'étais là depuis. Ah, ok, d'accord. J'étais là depuis. Donc, je faisais partie des premiers. Oui. Ah, ok. Je pense, oui, j'ai allumé depuis 16h03. Ok. Merci Voilà, beaucoup, donc, M. Madou, pour le soutien. Bon, nous, on avait fait un travail récent avec le doyen sur cette thématique. Ah, ok, Donc, super. Voilà, donc on est en phase. Ok, merci, merci à tous. Bonne fin de journée, bon courage. Bon, comme vous l'avez vu, ce n'est pas la fin de l'esprit coopératif, comme on a dit. Hein. Donc, vous pouvez aussi revoir la vidéo de l'enregistrement de la séance. On va le mettre en ligne. Et si vous avez envie d'avoir des précisions sur le show, vous pouvez le faire. Et comme vous l'avez dit, ce truc-là, on ne peut pas le faire tout seul dans son coin. On a besoin d'expertise, d'accompagnement. Et ce webinaire aussi, c'est pour vous montrer qu'il y a des experts qui sont sur place. M. Arikama est là, M. Madou vient d'en parler, pour vous accompagner, parce que si vous y allez peut-être vous-même, vous pouvez ne pas avoir réponse à toutes les préoccupations. Si vous avez besoin aussi que tout se passe sous la responsabilité du cabinet, nous sommes aussi disponibles pour vous accompagner à cela. Bonne soirée et une fois encore, merci à M. Arikama pour la disponibilité et à très bientôt. Merci. Merci. Ok, merci. 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 Merci.